Donc bonjour à toutes et à tous et puis merci de vous être inscrits nombreux à ce webinaire. Je suis Françoise Marmouillet, je suis journaliste pour The Conversation et donc j'anime aujourd'hui ce webinaire organisé par Sorbonne Université. Donc Sorbonne Université organise son premier webinaire Repères croisés de Sorbonne Université qui est destiné à sa communauté universitaire et en particulier aux étudiantes et aux étudiants des trois facultés, avec l'ambition d'apporter un éclairage scientifique sur une actualité, sur des questions de société majeures du moment. Donc cette première rencontre s'intéresse aujourd'hui à la laïcité et à la liberté d'expression. Et donc elle tombe à point nommé puisqu'on sait que c'est une actualité qui est assez brûlante, dont on parle beaucoup ces dernières semaines, avec des questions nombreuses qui se posent au sujet de ces deux notions, sur notre rapport à la liberté d'expression, sur notre rapport à la laïcité. Et puis simplement un mot pour vous rappeler qu'en fait hier, donc le 9 décembre, on a également célébré les 115 ans de la loi de séparation des églises et de l'État, qui a été votée le 9 décembre 1905. Donc voilà, ce sont à la fois des notions qui sont des notions de société importantes, des notions d'actualité, et puis qui s'inscrivent dans notre histoire, évidemment. Donc l'objectif, c'est d'avoir le regard croisé de différentes disciplines. Aujourd'hui, on a convoqué trois disciplines que sont l'histoire, le droit et la philosophie, avec nos spécialistes qui prendront la parole un peu plus tard. Et donc, ce regard interdisciplinaire va nous permettre de poser ces questions et de mieux comprendre ces enjeux de liberté d'expression et de laïcité. Donc ça va se passer en 3 temps. Tout d'abord, Alain Talon, Pierre-Henri Tavoyot et Roselyne Lettron, qui sont donc nos spécialistes de Sorbonne Université, qui nous font la gentillesse de participer à ce séminaire, prendront la parole pour, à travers le regard de leur discipline, éclairer ces notions de laïcité et de liberté d'expression. Ensuite, 2 étudiantes de Sorbonne Université, donc Florence Jiquel et Azaïs Skem, viendront poser des questions à Alain Talon, à Pierre-Henri Tavoyot et Roselyne Lettron. Et puis ensuite, je me ferai la messagère des questions que vous pourrez poser à travers le chat. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Et donc, je leur ferai part de vos questions, remarques et interrogations. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse vous présenter Alain Talon, Pierre-Henri Tavoyot et Roselyne Lettron, l'un après l'autre, et puis ensuite prendre la parole pour nous raconter, nous expliquer comment vos disciplines éclairent ces deux notions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Alain Talon. Je suis professeur d'histoire moderne. Alors, l'histoire moderne, c'est l'histoire des 16e, 17e et 18e siècles. Je suis spécialiste d'histoire religieuse et d'histoire politique dans cette période. Et je suis aussi le doyen de la faculté des lettres. Bonjour, Pierre-Henri Tavoyot, je suis maître de conférence en philosophie à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Et mes deux domaines de spécialité sont les questions des âges de la vie d'une part et par ailleurs de l'art politique à l'âge démocratique, de l'autorité et l'art politique à l'âge démocratique. Et je m'occupe également du DU référent laïcité, la destination de la formation continue au sein de la faculté des lettres. Bonjour, je suis Roselyne Letteron, je suis professeure de droit public à l'UFR d'Histoire, membre du Centre du 19e siècle, mais pour moi le 19e siècle est très très long puisqu'il va jusqu'au 21e. Je suis l'auteur d'un blog qui s'appelle Liberté, Liberté Chérie et de manuels de liberté publique, et j'ai eu le grand privilège de diriger récemment à Sorbonne Université Presse, un ouvrage qui s'appelle La laïcité dans la tourmente. Et donc, ce sera l'occasion de remercier tous les collègues de Sorbonne Université qui ont participé à cet ouvrage. Très bien, merci beaucoup. Peut-être Alain Talon, vous pouvez commencer par nous apporter un éclairage historique sur ces notions pour démarrer. Oui, alors le terme même de laïcité, hein, il vient de la notion d'un laïc. Et qu'est-ce que c'est qu'un laïc? C'est une notion qui apparaît dans le christianisme antique, hein, au moment où se distingue au sein de ce christianisme antique, eh bien, une catégorie de clercs, hein, ordonnés et de laïcs qui sont le peuple des fidèles. Donc c'est une notion qui à l'origine, hein, est une notion qui vient du christianisme et la différence s'accentue certainement plus encore
que dans d'autres confessions chrétiennes au sein du catholicisme, hein, avec des relations qui sont conflictuelles, hein, pratiquement dès le début, et notamment dans la question, hein, de la gestion du pouvoir dans l'Église et dans la société. Et on a, tout au long du Moyen Âge et de l'Ancien Régime, des exemples, hein, de cette tension entre pouvoir laïque et pouvoir clérical. Mais cela se fait à l'intérieur d'une société, pour la France d'Ancien Régime, où le monopole catholique est une évidence, hein, aussi bien, je dirais, pour les laïcs que pour les clercs, hein, avec des minorités religieuses qui ont été marginalisées, interdites et persécutées. La grande nouveauté, c'est évidemment la Révolution française. La Révolution française qui va insister sur la liberté religieuse, hein, qui figure dans la Déclaration des droits de l'homme, et qui d'ailleurs ne va pas susciter au départ d'opposition, hein. La liberté, dans la Déclaration des droits de l'homme, hein, souvenez-vous, la liberté est indiquée comme la liberté même religieuse. Hein. Pourquoi ? Parce que l'unité religieuse apparaissait pour les sociétés d'Ancien Régime comme le garant de l'unité politique et sociale. Et c'était vraiment une grande nouveauté, hein, de dire que la liberté religieuse ne menaçait pas la cohésion sociale. Mais très vite, hein, on assiste à une tension qui est liée au fait que les autorités révolutionnaires vont vouloir créer une église d'État, hein, une église constitutionnelle, que une grande partie de la France catholique va refuser, et tout ceci dégénère en une guerre civile, hein, dont on connaît, hein, l'exemple le plus célèbre, c'est évidemment la guerre de Vendée, mais il y en a eu d'autres, hein, dans beaucoup de provinces françaises. Alors, Bonaparte, hein, quand il devient premier consul, règle ce conflit religieux par un concordat, c'est-à-dire un accord entre l'État français et la papauté en 1801, qui établit une sorte de tutelle conjointe, hein, de l'État et de la papauté sur l'Église catholique. Et Bonaparte va aussi signer des accords à peu près, hein, similaires avec les deux autres religions présentes en France, hein, le protestantisme et le judaïsme. Et surtout, il sanctuarise en quelque sorte, hein, l'idée de liberté de conscience en matière religieuse, avec le maintien, hein, des acquis révolutionnaires, le mariage civil, le divorce, par exemple. Et ceci va survivre à l'histoire politique très troublée, hein, de la France au XIXe siècle, avec la multiplication, hein, de régimes très variés. À partir des années 1880, avec l'installation de la République et la consolidation, hein, de la République, eh bien, il y a un souci de limiter l'influence de l'Église dans la société. Et c'est là, hein, que le mot laïcité prend son sens moderne, hein, je dirais, un sens moderne qui d'ailleurs est extrêmement varié, hein, qui va d'une forme d'hostilité à l'égard, hein, de toutes les religions, ou en tout cas de toute manifestation de formes religieuses, à l'idée d'une simple neutralité, hein, religieuse de l'État. Ces années 1880 voient un affrontement violent, hein, entre le monde, la sphère catholique, hein, et les républicains. Et cet affrontement, hein, qui perdure aboutit à la loi de séparation de 1905. Hein, et on ne doit pas oublier que vraiment ça a été une période d'une grande fracture, hein, dans la société française de l'époque. Alors, la Première Guerre mondiale intervient, et l'union sacrée va, je dirais, inclure les catholiques, hein, et un peu apaiser, hein, le conflit autour de la laïcité, avec, à la suite, hein, de la Première Guerre mondiale, eh bien, des gouvernements de droite qui vont prendre des mesures qui vont un petit peu revenir, hein, sur les mesures laïques
des gouvernements d'avant la Première Guerre mondiale. Par exemple, on va rétablir les relations diplomatiques avec le Saint-Siège. C'est un peu la même chose avec la Seconde Guerre mondiale, où certes, eh bien, le régime de Vichy va un petit peu reprendre le discours anti-laïque d'une partie du monde catholique, mais eh bien, à l'issue du conflit, comme des catholiques avaient participé à la résistance, eh bien, il n'y a pas véritablement de tension autour de la question laïque. Ce qui reste, c'est la question, ce qu'on va appeler la question scolaire, c'est-à-dire le statut de l'école privée, qui est très largement une école catholique, pas seulement catholique, mais les écoles des autres confessions sont beaucoup plus minoritaires et beaucoup moins importantes. Et ces écoles privées catholiques, eh bien, vont susciter, après la Seconde Guerre mondiale, je dirais, l'essentiel du débat politique autour de la laïcité, notamment autour de la question des subventions. Et ceci provoque, avec l'avènement de la gauche au pouvoir en 1981, le dernier grand conflit majeur autour de l'école privée catholique, qui est le conflit autour de la loi Savary, avec des manifestations de protestation tellement importantes, eh bien, que le président de la République, François Mitterrand, décide de retirer cette loi. Et en un certain sens, cela a calmé le jeu dans un contexte qu'il ne faut pas oublier, qui est de très forte déchristianisation de la société française à partir des années 1960. Et qui explique aussi peut-être que la querelle autour de l'école privée n'était pas forcément une querelle essentiellement laïque, mais peut-être plus une querelle politique et de société. Alors, la grande nouveauté, évidemment, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, des années 1980, c'est le fait que la question de la laïcité se pose à propos d'une religion qui n'existait absolument pas au moment des grands débats sur la laïcité au début de la Troisième République et jusqu'à la loi de 1905, c'est bien sûr l'islam, qui était absent de France en 1905, qui apparaît de façon très minoritaire après la Première Guerre mondiale, mais dont la présence ne se développe vraiment de façon importante qu'à partir des années 1960. Et donc, une religion qui, je dirais, n'en a pas vécu toute l'histoire de la laïcité, de ces siècles de laïcité, que le catholicisme et dans une moindre mesure le protestantisme et le judaïsme ont pu vivre. Merci beaucoup pour cet exposé. Monsieur Tavaillot, peut-être, vous voudriez prendre la suite? Oui, alors moi, je vais essayer de partir d'une expérience personnelle récente après l'assassinat de Samuel Paty, qui nous a tous évidemment touchés au plus haut point. Il m'a été donné d'avoir une sollicitation d'entretien de la part d'Al Jazeera d'une part et de la part du New York Times d'autre part. Et j'ai pu constater à l'occasion de ces deux entretiens l'ampleur de l'incompréhension de la laïcité dans le monde. Pour Al Jazeera, grosso modo, la laïcité est perçue comme hostile par essence à toutes les religions en général et à l'islam en particulier. Et pour le New York Times, la laïcité française est perçue comme hostile à toutes les identités individuelles à laquelle chacun essaye de se construire. Donc j'ai mesuré l'ampleur du désaccord et j'ai essayé du coup de faire un travail de pédagogie, alors à ma modeste dimension, parce que la tâche est immense. Et voilà les questions qui m'ont animé. Et je me suis en fait posé comme fil conducteur, mais au fond, quel est le contraire de la laïcité? Quelle est la laïcité? Effectivement, hostile à quelque chose, mais à quoi exactement? Ce qui m'amène à une réflexion en deux points. Premier point, de dire qu'au fond, la laïcité, quand on y réfléchit, c'est trois principes pour trois sphères dans lesquelles nous vivons. Les sociétés modernes, nous autres habitants des sociétés modernes, nous vivons dans trois sphères que nous distinguons assez précisément. On pourrait dire la sphère privée, c'est la sphère dans laquelle nous sommes en famille, avec nos convictions personnelles. Dans cette sphère privée, c'est la liberté.
la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de religion. Voilà le principe qui vaut en matière de laïcité, liberté dans la sphère privée. Mais ce n'est pas la seule sphère. Il y a une autre sphère qu'on appelle la sphère publique. La sphère publique, c'est la sphère des institutions, la sphère de l'État, pas simplement le lieu où on vit ensemble, hein, ce sera la troisième sphère, mais le lieu où on vit en commun, où on a un passé commun, un présent commun et peut-être un futur commun, c'est-à-dire le désir de vivre ensemble. Dans cette sphère-là qu'on appelle la sphère publique, ce n'est pas le principe de liberté qui vaut, c'est le principe de neutralité. L'État est dans une position de neutralité. Et puis, il y a une troisième sphère, qui est la sphère où se rencontrent les sphères privées, que j'appellerais la sphère civile. La sphère civile, c'est le lieu où on se rencontre, professionnel, c'est la rue, c'est toute une sphère dans laquelle on coexiste et en effet, on vit ensemble. Et dans cette troisième sphère, le principe de laïcité, c'est une sorte de principe de discrétion. Discrétion à l'égard des expressions de nos convictions religieuses ou politiques d'ailleurs, et puis discrétion aussi à l'égard des critiques de la religion. Voilà. C'est un espace de civil parce qu'on doit y être dans cet espace. Alors on a un peu oublié ça aujourd'hui, mais les règles de la civilité. Voilà. Il faut éviter les incivilités, il faut éviter de choquer, il faut éviter de provoquer inutilement. Voilà. C'est un espace de civilité. Et donc au fond, la laïcité, je reviendrai sur la question du blasphème tout à l'heure, mais la laïcité, c'est trois sphères et trois principes. Liberté dans la sphère privée, neutralité dans la sphère publique et discrétion, civilité dans la sphère civile. La grande difficulté, c'est quand on confond tout. Quand on voudrait, par exemple, appliquer le principe de neutralité dans la sphère privée. Par exemple, exiger qu'à la maison, les gens ne portent pas de signes religieux. Oui, ça c'est une dérive, et la laïcité n'implique pas ça. Dérive inverse, quand on voudrait appliquer le principe de liberté dans la sphère publique. Non, là c'est une dérive. La sphère publique est neutre. Par exemple, un fonctionnaire ne doit pas manifester ses convictions religieuses ou politiques d'ailleurs. Prof de philosophie et un prof de philosophie politique ne doit pas, de ce point de vue-là, ou quand il les énonce comme des convictions personnelles et non pas comme des éléments de savoir. Très important. Et puis, dans la sphère civile, c'est beaucoup plus compliqué. On s'aperçoit que c'est là que les conflits émergent. Le principe de discrétion doit éviter deux écueils inverses. L'écueil de l'effacement, qui dirait vous devez faire disparaître tout signe, toute expression de religieux. Ça, c'est un peu la cancel culture. Hein. Vous devez tout faire disparaître, tout faire disparaître. Au contraire, à l'inverse, le principe d'ostentation. Vous pouvez y aller, vous exprimer, vous pouvez occuper le terrain, vous pouvez manifester, vous pouvez revendiquer votre expression, votre croyance religieuse dans l'espace public et dans l'espace civil. Là, c'est aussi une dérive. Et au fond, la laïcité, c'est pour ça que c'est à la fois très clair sur le plan des principes et très compliqué à vivre parce que c'est un vivre en commun, ce sont des règles, certes juridiques, Roselyne Letron en parlera dans un instant, mais aussi des règles de civilité, de bonne conduite entre nous. Et ces règles sont en fait très claires et aussi très difficiles à appliquer parce que ça suppose un travail de civique et de citoyen. Mais du coup, si on admet qu'on a là un concept clair de laïcité, liberté dans la sphère privée, discrétion dans la sphère civile, neutralité dans la sphère publique. Quel est le contraire de la laïcité ? Eh bien, le contraire de la laïcité, c'est pour ça que les choses éclairent en quelque sorte cette perspective, c'est ce qu'on peut appeler le fondamentalisme. Le fondamentalisme, c'est-à-dire la position qui revendique l'idée que ces séparations entre trois sphères, ça n'existe pas. Et que la religion doit non seulement inspirer, ce qui serait tout à fait légitime, mais régir intégralement à la fois la sphère privée, la sphère civile et la sphère publique. Une conception totale de la religion, j'allais dire totalitaire de la religion. Encore une fois, ce n'est pas simplement inspiré. Bien sûr que si on est croyant, on peut être politiquement inspiré par sa religion, civilement inspiré par sa religion, mais l'idée que la religion devrait intégralement régenter la sphère privée, la sphère civile et la sphère publique, ça, c'est l'ennemi de la laïcité. C'est pourquoi l'ennemi de la laïcité, et la laïcité est effectivement hostile non pas aux religieux, non pas à la religion, mais au fondamentalisme. Et ce fondamentalisme, c'est effectivement ce qui nourrit le projet aujourd'hui, qui est parfaitement explicite et qui est un projet défendu théoriquement par les penseurs du fondamentalisme religieux,
qui existe dans le protestantisme, dans le christianisme, dans le judaïsme, mais qui existe particulièrement dans l'islamisme, justement, et pas l'islam, l'islamisme. Je citerai de ce point de vue-là un auteur, puisque là, il faut parler aussi un tout petit peu des textes, un auteur qui est considéré en général comme le grand penseur du fondamentalisme musulman, qui est un auteur de grande importance, un vrai penseur, c'est Saïd Modoudi, qui est un Pakistanais, qui meurt en 1979, et dont je voudrais indiquer le texte pour bien comprendre en quel sens ce n'est pas une position laïque, c'est même le contraire. Pour Modoudi, l'islam n'est pas une religion dans le sens communément admis de ce mot. L'islam n'est pas une religion dans le sens communément admis de ce mot. C'est quoi le sens communément admis de ce mot? C'est l'idée que la religion, c'est quelque chose de privé. C'est quelque chose qui concerne mon cœur, ma croyance, quelque chose qui est au fond de ce qui est plus précieux en moi. Mais le reste, peu importe. L'islam n'est pas une religion dans le sens communément admis de ce mot, c'est un système comprenant tous les aspects de la vie. Elle définit aussi bien les relations familiales, les affaires sociales et économiques, l'administration, les droits et les devoirs du citoyen, le système judiciaire, les lois de la guerre et de la paix et les relations internationales. Bref, dit Modoudi, c'est un système qui détermine un ordre social où rien n'est superflu, où rien ne manque. Donc la laïcité s'oppose clairement à ce schéma, s'oppose clairement à tous les dispositifs qui nient le fait que nous vivons dans des sociétés démocratiques modernes sur un régime de séparation où nous distinguons les genres. Pour le dire différemment, la laïcité, j'aime beaucoup cette expression de la philosophe Catherine Kinsler, c'est un dispositif qui nous permet un moment de respiration laïque. J'aime bien ce terme, respiration laïque, et je termine avec lui. Respiration laïque, ça veut dire un moment où nous avons la possibilité de sortir, même fugacement, de nos convictions profondes, de nos identités, de nos communautés, de tout ce qui nous détermine, juste pour se poser des questions, et ça n'empêche pas du tout d'y revenir ensuite à nos convictions, à nos croyances, à nos communautés, à nos identités. Mais la laïcité permet cette respiration, c'est-à-dire ce moment où l'on a la possibilité d'avoir une existence qui n'est pas intégralement noyée, comme disait Sartre, dans notre essence. Roselyne Letteron, donc peut-être pour un éclairage du droit sur ces deux notions. Alors, effectivement, et merci aux intervenants précédents qui m'aident d'une certaine manière à éclairer mon propos. Moi, j'ai vraiment centré sur la liberté d'expression et laïcité, mais on pourra éventuellement aller dans d'autres domaines de la laïcité par les questions, bien sûr. Alors, je commencerai par rappeler que le principe de laïcité à valeur constitutionnelle, c'est l'article 1er de notre Constitution qui dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et il a été consacré à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, notamment dans une décision de novembre 2004. Sur le plan, j'ai cru bon de le rappeler parce que certains hommes politiques ont proposé récemment l'introduction de la laïcité dans la Constitution et donc c'est une façon élégante de leur dire que c'est déjà dedans. Sur le plan législatif, c'est évidemment la loi du 9 décembre 1905 qui constitue le socle du système français de laïcité, mais il faut observer que ça n'est évidemment pas le seul fondement juridique, puisqu'elle a donné lieu d'abord à d'autres textes et puis aussi à la jurisprudence. Alors je dirais que pour comprendre son importance, il y a peut-être deux points à mettre en lumière. D'abord, et là je ne ferai que le mentionner parce que Alain Talon l'a dit avec beaucoup plus de talent que moi, la loi de 1905, ce n'est pas la consécration d'un principe de laïcité qui apparaîtrait comme ça d'un seul coup, c'est le fruit d'un combat très long et l'objet de ce combat, c'était d'assurer la paix religieuse dans un pays qui était marqué par des conflits religieux extrêmement anciens et récurrents. D'autre part, deuxième élément, la loi de 1905 est très associée encore aujourd'hui à l'idée républicaine. En 1905, il s'agissait de protéger l'État contre les ingérences des religions, et plus précisément à l'époque du clergé catholique, bien entendu, qui était très puissant dans certains services publics ou certaines missions de service public, plus exactement, en particulier l'enseignement, mais pas que, puisque l'armée était aussi concernée, par exemple. Et je dirais que l'idée, cette définition-là de la laïcité, elle s'exprime dans la très célèbre citation d'Aristide Briand, qui dit « L'État n'est ni religieux ni anti-religieux, il est areligieux ».
Ce qui nous conduit à constater une spécificité de la laïcité française par rapport aux autres systèmes, et ça explique peut-être les problèmes qu'a rencontré mon collègue avec le New York Times et Al Jazeera. Pour le système américain, il faut savoir que ce sécularisme américain a été créé par des colons qui souvent avaient été persécutés dans leur pays d'origine, et le système américain a pour but de protéger les religions contre les ingérences de l'État, ce qui explique une conception de la liberté de culte extrêmement large et le fait que l'on considère les religions comme des minorités qui doivent être traitées de façon extraordinairement respectueuse, sans aucune ingérence. Si on regarde le système français, c'est rigoureusement le contraire, puisqu'il s'agit de protéger l'État contre les ingérences des religions. Et disons que je dirais que tout le système s'est construit autour de cette finalité. Alors, si on évoque la conciliation de la laïcité avec la liberté d'expression, il faut revenir peut-être à la loi de 1905 qui nous dit dans son article 1er « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public ». Alors, ça comporte deux choses importantes. C'est que d'une part, la liberté des convictions n'est l'objet d'aucune restriction. Le principe de laïcité garantit le respect de toutes les convictions religieuses, y compris, et c'est très important parce que ça n'existe pas nécessairement dans la conception américaine, y compris le droit de ne pas avoir de conviction. D'autre part, deuxième élément, le droit intervient davantage dans l'expression publique des convictions, dans le service public et l'espace public, parce que là, et c'est ce qu'a montré Pierre-Henri Tavoyot, effectivement, on sort de la sphère purement privée. En revanche, le débat sur les religions, eh bien lui, il ne connaît d'autres limites que celles figurant dans le droit commun. Donc je vais revoir ces deux éléments. Vous savez, les juristes ne savent faire que des plans en deux parties, j'en suis désolée. Alors, premier élément, l'affirmation publique des convictions religieuses. Et là, effectivement, le système est assez simple puisque l'instrument de mise en œuvre de la laïcité, c'est le principe de neutralité. Alors, il y a quand même eu une petite gradation dans l'histoire, c'est qu'on a commencé par consacrer la neutralité du service public, et là j'y reviendrai pas, ça a été très bien dit auparavant, qui interdit en fait d'assurer le service public de manière différenciée selon les convictions politiques ou religieuses de son personnel, mais aussi de ses usagers. Ce qui fait qu'en réalité, le fondement de la neutralité du service public, c'est l'égalité devant le service public et devant la loi. C'est une décision du Conseil constitutionnel de septembre 86. Et de fait, la neutralité impose la réserve, pas seulement la réserve religieuse, mais aussi la réserve politique ou philosophique. Les fonctionnaires ne doivent pas manifester leurs convictions dans l'exercice de leurs fonctions, d'où par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, l'interdiction du port de signes religieux. Mais on est passé ensuite à une conception plus large de neutralité de l'État dans une décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2013, une sorte de glissement à la notion de neutralité de l'État. Et concrètement, ça a permis un élargissement du principe dans différentes directions. D'abord, aux employés du secteur privé participant à un service public. Cela date de la célèbre affaire Babylou, où une employée d'une crèche municipale, structure de droit privé, c'était une association qui exerçait une mission de service public. Elle contestait son licenciement parce qu'elle refusait de retirer son voile et elle n'avait pas le statut de fonctionnaire, bien entendu. Et après une multitude de contentieux dont je vous passe le détail, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé en juin 2014 que le licenciement était régulier sur le fondement du règlement intérieur de la crèche. Et donc, un règlement intérieur peut prévoir la neutralité, notamment dans le cas d'une ville qui était marquée par la coexistence de multiples communautés, à la fois nationales et religieuses. Et donc, on considérait que la neutralité était un élément du vivre ensemble. Et si vous voulez, c'est intéressant parce que le projet de loi qui a été présenté hier en Conseil des ministres prévoit d'élargir ce principe de neutralité à tous les délégataires de services publics. Alors, ça peut être une crèche, mais ça peut être aussi la sécurité sociale, qui, comme chacun sait, est une personne privée gérant un service public, ou des transports en commun, par exemple. Alors, ensuite, on a élargi même aux entreprises privées, pures et simples,
qui ne gèrent rien du tout que leur propre intérêt. Et là, cette fois, ce sont les juges européens qui l'ont fait. La Cour de justice de l'Union européenne, dans 2 arrêts du 14 mars 2017. Et là, elle affirme que le licenciement pour le port d'un signe religieux est possible à la condition que l'entreprise ait adopté une politique de neutralité assumée et imposée par le règlement intérieur. Autrement dit, et c'est ce que nous disent les juges, dans un cas, il y a une demande de ne pas avoir affaire à une employée voilée de la part d'un client auquel ça ne plaisait pas, et là, on rejette, bien entendu, mais dans l'autre cas, il y avait un règlement intérieur, et là, on considère que c'est parfaitement licite. L'élargissement, c'est aussi opéré du service public à l'espace public. Et là, on peut citer la jurisprudence assez amusante, si j'ose dire, du Conseil d'État sur les crèches de Noël. Vous voyez qu'il n'y a pas que l'islam qui soit concerné. Dans 2 arrêts du 9 novembre 2016, le Conseil d'État opère une distinction d'une subtilité absolument digne du Conseil d'État. Il considère que si la crèche est installée dans un emplacement public, c'est-à-dire sur le domaine public ou la voie publique, elle est présumée légale, sauf si elle témoigne d'une volonté de prosélytisme, c'est-à-dire si on dit avec les horaires des messes, par exemple. En revanche, si elle est installée dans un bâtiment public, hôtel de région, hôtel de ville, la crèche est présumée illégale et l'élu doit alors prouver que l'installation est justifiée par des circonstances particulières, je cite, de nature culturelle, artistique ou festive. Depuis cette date, des expositions de santons se multiplient dans toutes les villes parce que l'exposition de santons va permettre de justifier la crèche. C'est au moins ce qu'a décidé le tribunal administratif de Lyon le 22 novembre 2018 à propos de la crèche installée dans l'hôtel de région Auvergne. J'ajouterai, mais seulement pour en dire un mot, la loi du 11 octobre 2010 selon laquelle nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Ce texte n'a pas de finalité proprement religieuse. Il repose d'abord sur des considérations de sécurité publique, son but étant de permettre les contrôles d'identité. Il n'est pas nié toutefois qu'il peut avoir des conséquences et donc il peut constituer une ingérence dans la liberté d'exprimer ses convictions religieuses dans l'espace public en empêchant le port du voile couvrant intégralement le visage. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 1er juillet 2014, SAS contre France, a toutefois considéré que cette ingérence était proportionnée au regard de l'objectif d'ordre public qui était poursuivi. Et la Cour ajoute, et ça c'est très intéressant pour le droit français, qu'elle est justifiée, je cite, dans la seule mesure où elle vise à garantir les conditions du vivre ensemble. Et de cette manière, la Cour européenne reconnaît une spécificité du principe français de laïcité comme élément du vivre ensemble pour assurer la paix religieuse. Alors, passons maintenant très rapidement, parce que je vais finir par être en retard, sur le droit de critiquer les religions. Il faut savoir, et ça c'est assez simple, qu'invoquer un droit au blasphème en droit français relève du pur et simple contresens juridique. Pourquoi ? Parce que la notion de blasphème a disparu du droit positif avec la Révolution de 1830 pour ne plus jamais y pénétrer. Et comme le blasphème n'existe pas, vous comprendrez que le droit au blasphème n'existe pas davantage. Les propos sur la religion relèvent donc totalement du droit commun. Et le droit distingue classiquement entre les personnes et les religions. Les personnes sont protégées. Elles sont protégées par des lois qui sanctionnent l'injure, la diffamation, les propos discriminatoires, enfin, toute une série de propos absolument illicites. Les religions, en revanche, sont considérées comme des idéologies comme les autres. On a le droit de critiquer le catholicisme ou l'islam exactement de la même manière que l'on a le droit de critiquer le communisme ou le libéralisme. Et sur ce point, la jurisprudence se montre très libérale, notamment le droit européen. La Cour européenne admet des opinions très tranchées quand le débat peut être qualifié de débat d'intérêt général. Et elle dit, par exemple, dans son arrêt Otto Preminger Institut contre Autriche du 20 septembre 1994, que les croyants doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation de doctrines hostiles à leur foi. Le discours provocateur est lui-même protégé par la Convention européenne et il y a une multitude d'arrêts où la Cour dit que
liberté d'expression doit être garantie, y compris et surtout lorsque les propos contestés, je cite, heurtent, choquent ou inquiètent. Le droit permet donc de publier et de diffuser aussi bien les caricatures de Mahomet que la caricature du pape ou de Monseigneur Barbarin. La liberté d'expression s'applique même et surtout lorsqu'elle dérange, y compris lorsqu'un croyant, lui, va qualifier les propos de blasphème. L'appréciation heurte peut-être ses convictions religieuses, mais elle ne heurte pas le droit positif. Alors, je citerai pour mémoire une toute petite dérogation à ce libéralisme dans le cas particulier de l'Autriche. Dans un arrêt ES contre Autriche du 25 octobre 2018, qui a été d'ailleurs très contesté, la Cour européenne a admis une infraction qui existe dans le code pénal autrichien de dénigrement de doctrine religieuse. Mais elle l'a admis un peu à titre exceptionnel parce qu'elle précise que cette jurisprudence s'applique à un État dont la population pratique massivement la religion catholique. Et même si ça a été critiqué d'ailleurs, parce qu'on a considéré que cette jurisprudence, finalement, elle laissait subsister la domination d'une religion majoritaire dans un État. Mais dans tous les cas, il ne fait aucun doute que cette analyse ne pourrait être appliquée au cas français, puisque c'est un pays qui aujourd'hui est un pays multireligieux et qui est très largement déchristianisé. Donc, à l'issue de l'analyse, on peut avoir le sentiment que le principe de laïcité est très solide en droit positif. C'est assez vrai, mais ça ne signifie pas, et on le voit tous les jours, qu'il ne soit pas attaqué. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la rhétorique de l'attaque. Et là, on revient à une utilisation systématique de la conception américaine, celle-là même dont je parlais au début de l'intervention. L'argumentaire juridique est toujours le même. Le principe de laïcité est écarté, est invoqué le principe de liberté religieuse, et il est revendiqué pour justifier des pratiques rigoristes portant atteinte à l'égalité devant la loi française. Par exemple, empêcher les petites filles d'aller à la piscine dans le cadre de l'enseignement public, voire les déscolariser. L'interdiction de ces pratiques est alors présentée comme une atteinte à la liberté religieuse et donc comme une discrimination. On se retrouve alors étrangement, et ça interpelle beaucoup les juristes, dans une situation où le principe de non-discrimination prend en otage l'égalité devant la loi. Mais évidemment, là, nous sortons un peu de notre sujet, parce qu'il ne s'agit plus de droit, mais de discours sur le droit. Et donc, je crois que le problème de la laïcité et du droit aujourd'hui est que la laïcité fait l'objet d'un discours sur le droit, en écartant parfois la norme juridique elle-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement complet sur l'inscription de ces notions dans le droit à la fois français et puis européen. Donc maintenant, on va accueillir rapidement peut-être Flora Giquel et Azalaïs Kem, qui sont donc deux étudiantes en Master 2 philosophie politique et éthique à Sorbonne Université, et puis qui avaient, je crois, quelques questions à poser à nos intervenants. Donc on vous écoute, Flora et Azalaïs. Donc j'avais tout d'abord une question. Donc là, on parle de la loi de 1905 comme la loi de séparation entre l'Église et l'État. Ma question, c'était aujourd'hui, est-ce que la laïcité pose davantage un problème de séparation ou d'intégration, selon vous? C'est à qui on parle? Peut-être Madame Letron, la juriste, si on parle de... Merci beaucoup. Alors déjà, je crois qu'il y a une chose, attention, hein, quand on parle de la loi de 1905, votre lapsus est intéressant parce que tout le monde le fait, c'est la séparation des églises et de l'État, et non pas la séparation de l'Église et de l'État, même si évidemment à l'époque, on l'a montré, la religion dominante était le catholicisme. Alors, si vous voulez, je crois qu'en 1905, on ne raisonnait pas du tout en termes d'intégration, puisque effectivement, il y avait un catholicisme ultra-majoritaire, mais disons qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait intégration, il faudrait en droit qu'il y ait une reconnaissance des minorités et d'identité minoritaire. Or, l'État français est un État qui n'est absolument pas, je dirais, plurinational, qui ne reconnaît pas du tout l'existence de minorités, hein, c'est un État unitaire, et donc, je veux dire, le concept même en matière religieuse n'existe pas. Il n'y a que des citoyens qui sont absolument égaux devant la loi. Et si vous voulez, l'idée comment dire,
de la loi de laïcité, des différentes normes de laïcité, c'est pas du tout d'exclure, au contraire, c'est de rapprocher en permettant une vie ensemble dans tous les lieux où on est ensemble. Et c'est ce qu'a montré mon collègue Tavoyot, hein, c'est-à-dire les espaces où on va se rencontrer en quelque sorte, et là, de permettre de vivre dans le respect des convictions de chacun, le but n'étant pas d'imposer, d'intégrer les convictions de chacun, hein, je ne crois pas. Ce n'est pas l'objet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Alors moi, j'aurais une question sur les fake news et la liberté d'expression. Ma question, c'était, est-ce que la lutte contre les fake news peut entraver la liberté d'expression? Alors, ça s'adresserait. Oui, plutôt à Roselyne. Oui, alors la loi, si vous voulez, actuellement, il faut savoir qu'on a une loi sur les fake news, mais que c'est une loi électorale, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique que pendant la période électorale. Ce qui signifie qu'en fait, elle ne vise en aucun cas les questions religieuses. Elle n'est absolument pas applicable aux questions religieuses. Et donc, en réalité, si vous voulez, pour répondre à votre question de façon précise et juridique, en fait, on n'a pas de droit, donc on revient au droit commun. Et ce qui signifie que si on estime que, par exemple, une personne a été diffamée parce que, je ne sais pas, on a dit qu'elle mangeait les petits-enfants et que c'était de sa religion, eh bien, elle va pouvoir tout simplement porter plainte pour diffamation. Ou pour injure si on ajoutait un gros mot. Non, mais c'est tout, si vous voulez. D'accord, merci. J'avais une question peut-être pour Monsieur Tavoyot. Vous avez bien décrit à quel point la laïcité française n'était pas comprise à la fois dans le monde arabe et dans le monde peut-être plus anglo-saxon. Et donc, je voulais revenir sur cette notion de singularité ou d'exception française de la laïcité. Quel est, selon vous, son avenir? Est-ce qu'on doit la défendre comme un pilier de l'identité française, ou est-ce qu'elle est vouée à se dissoudre dans l'une ou l'autre de ces visions du rapport entre la politique et la religion? Vous formulez très bien ici le débat qui a lieu en France même entre plusieurs positions sur la laïcité, que je pourrais résumer de cette manière pour aller très, très simple et à l'essentiel. Il y a trois positions qui s'affrontent actuellement. Une première position que j'appellerais identitaire, qui consiste à dire que la laïcité, c'est la France et que la laïcité, c'est l'identité française. Défendre la laïcité, c'est donc défendre l'identité française. Avec cet argument qui, d'ailleurs, historiquement, est intéressant, qu'il ne faut pas rejeter, prendre à la légère, c'est que la laïcité peut être considérée comme l'héritière paradoxale, mais du christianisme. C'est-à-dire le christianisme, comme dit Marcel Gauchet, est la religion de la fin de la religion. C'est-à-dire que c'est dans le christianisme que la perspective de séparation des sphères, comme on dit souvent, est possible. Comme on dit souvent, le christianisme est une religion de la foi, donc de l'intériorité, par rapport au judaïsme ou à l'islam, qui sont des religions de la loi, c'est-à-dire de l'extériorité, de la conformité. Donc il y a effectivement une forme de filiation qui n'est pas absurde du tout à penser historiquement, mais avec un inconvénient majeur, c'est que si on fait de la laïcité un pilier de l'identité française et de dire que si la France est laïque, c'est parce qu'elle a été chrétienne, on risque de sombrer dans les conflits de civilisation, c'est-à-dire en opposant cette fois-ci, non pas, comme je le faisais tout à l'heure, l'islamisme et la laïcité, ou l'islamisme et la modernité, mais l'islam et la chrétienté, ce qui est effectivement un problème. Il y a une deuxième position, pour aller vite, qu'on pourrait formuler, qui est effectivement l'importation de la logique américaine en France. Je donne juste un petit exemple, parce que j'avais un jour dans un amphi de L3 de philosophie politique un étudiant texan qui me posait la question de savoir ce qu'était la laïcité française, il ne comprenait pas, et j'avais pris cet exemple qui je trouve finalement assez parlant, même s'il est très très pauvre. Je lui dis, imaginez, vous êtes dans un western américain, vous allez rentrer dans un saloon. Vous voyez, il y avait souvent à l'entrée des saloons, si vous êtes amateur ou amatrice de western, une petite pancarte qui consistait à dire « Vous ne pouvez rentrer dans le saloon que si vous laissez votre colt à l'entrée ». Et puis il y avait d'autres saloons où il était écrit « Vous pouvez entrer dans le saloon avec votre colt, mais sachez que tout le monde a un colt ».
Voilà. Eh bien, on a là les deux modèles, en fait. Hein. Le modèle anglo-saxon, c'est vous pouvez rentrer avec, enfin, on remplace culte par religion ou par croyance. Hein. Vous pouvez rentrer dans l'espace public avec vos croyances parce que tout le monde en a. Hein, voilà. Donc, ça sera le système de la libre concurrence. Et puis, la laïcité française, c'est, eh bien, non, vous laissez votre culte, c'est-à-dire votre croyance, votre religion, quand vous rentrez dans l'espace public, ou alors vous en prenez un tout petit, hein, pas un culte, mais les petits Derringer, vous savez, les armes des tricheurs, vous pouvez les mettre quelque part, mais il ne faut pas trop les faire apparaître. Voilà, on a ici, pardon la métaphore un peu idiote, mais une sorte de présentation du débat qui a lieu actuellement hein, entre ce que j'appellerais la position républicaine, c'est on laisse son colt à l'entrée, et puis la position plutôt multiculturelle, c'est tout le monde rentre avec ses croyances. Et je crois que là, on a en fait un panorama des positions en présence dans le débat français, identitaire, multiculturel ou républicaine. Alors, je vais énoncer mon opinion, mais en l'affirmant ici, en disant que c'est une opinion. Je suis plutôt républicain, bien sûr, plutôt républicain parce que j'adore cette idée, je le redis encore, de respiration laïque, c'est-à-dire la possibilité de rentrer dans un espace en n'étant pas enfermé dans son identité. Et je pense que cette idée a un énorme avenir, pourvu qu'on arrive à le faire comprendre. C'est un énorme avenir parce que c'est la condition de l'émancipation individuelle. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Merci beaucoup. Excusez-moi. Oui. Pardon, oui, excusez-moi, allez-y, monsieur Talon. Je crois qu'il faut aussi être capable de regarder, non pas seulement vers les pays anglo-saxons, qui ont un rapport très particulier hein, au rapport entre la religion et la société, hein, mais il faut regarder aussi nos voisins européens. Et là, vous avez tout à fait raison, nous sommes un peu une exception. Parce que il y a un rapport qui est très apaisé, alors avec des conflits hein, qui existent, mais que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Belgique ou les Pays-Bas, la laïcité à la française peut parfois être invoquée hein, comme un élément dans le débat, mais il n'y a pas de véritable volonté d'adopter hein, ce système de laïcité à la française. Je crois que vraiment, hein, la laïcité française vient d'une histoire très particulière, mais que nous n'avons pas à renier, hein, et que d'ailleurs nous ne pouvons pas renier. Et chaque pays européen eh bien, se débat hein, avec ces questions de rapport entre religion et espace public en s'appuyant sur sa propre histoire. Et je pense qu'on n'a pas tellement à regarder vers le modèle, ou l'absence de modèle d'ailleurs américain, mais plutôt à réfléchir à la façon dont nos voisins européens gèrent la chose. Et ce que Roselyne Lettron a très bien montré dans son exposé, c'est qu'en plus, le droit de plus en plus de la laïcité est un droit européen, hein, pas un droit français. Voilà, excusez-moi, je voulais juste faire cette petite incise. Non, très bien. Merci beaucoup, parfait. Simplement pour rappeler aux gens qui assistent à ce webinaire de continuer à poser des questions sur le chat. Elles nous arrivent, on les posera à l'issue des questions de Flora et Azalaïs. Donc peut-être poursuivez Flora et Azalaïs si vous avez quelques autres questions, et puis on passera ensuite aux questions du chat. Merci. J'aurais une autre question à poser sur la religion dans la sphère publique. C'était une question de droit. Je voulais savoir si les patients ont le droit de pratiquer leur religion au sein de l'hôpital public, parce que il me semble que l'hôpital public peut avoir une certaine sphère, peut aborder une sphère assez privée, puisque si par exemple un patient est dans une chambre qu'il partage avec quelqu'un d'autre, mais c'est un lieu aussi où la mort et la vie peuvent cohabiter. Donc ma question c'est, est-ce qu'ils ont le droit de pratiquer leur religion dans une chambre où par exemple il y a quelqu'un d'autre qui ne partage pas la même voilà. Absolument. Absolument. Ils ont tout à fait le droit de pratiquer leur religion. Et d'ailleurs, les hôpitaux publics ont des aumôneries avec des religieux qui passent et chacun peut les rencontrer. Alors, la seule restriction, c'est lié à la santé de la personne. C'est-à-dire qu'on considère que l'obligation du médecin de venir en aide à son patient et de soigner son patient va l'emporter sur les convictions religieuses. La question a été posée pour les témoins de Jéhovah qui refusent toute transfusion sanguine. Et on a considéré que là, les médecins avaient en quelque sorte le droit de les forcer à accepter une transfusion sanguine.
De la même manière, en principe, je dis bien en principe, une femme n'a pas le droit à l'hôpital public d'exiger d'être examinée uniquement par une femme. Si le médecin de garde est un homme, eh bien, on lui dira que voilà, elle n'a pas le choix parce que sa santé est en jeu. Dans la plupart des cas, d'ailleurs, on ne fait pas ça, on essaye de trouver un médecin de sexe féminin. Mais disons que voilà, la réserve juridique, c'est ça, c'est-à-dire c'est la santé du patient. Mais autrement, il a tout à fait le droit de venir avec ses convictions, d'affirmer ses convictions. Bien entendu, je veux dire, il ne partira pas au bloc opératoire avec un voile parce que ça, bah, c'est non conforme aux règles d'hygiène du bloc opératoire. Voilà. La santé est la seule limite. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Flora, vous aviez d'autres questions, je crois? Oui, j'ai une question qui portait sur le blasphème, puisque Madame Letron, vous avez dit que le blasphème n'avait pas d'existence légale, je crois. Il y a certains critiques de la laïcité qui affirment que si le blasphème religieux n'a pas d'existence, ils ils posent cette question, est-ce que parfois le blasphème, il ne peut pas exister de blasphème républicain, de choses qu'on ne puisse pas dire sur par exemple, je pense à la polémique qu'il y a eu sur le rappeur Booba qui avait dit fuck la France, ou la loi Guesso qui interdit le négationnisme. Est-ce que ce ne sont pas des formes de blasphème aussi contre la République Non, non, parce que dans ce cas-là, on va employer d'autres mots. On va employer des atteintes à l'autorité de l'État, on va employer, ça dépend ce qui a été fait, hein, j'en sais rien, on va employer des injures. L'injure est définie comme l'expression outrancière de la pensée et elle est sanctionnée comme diffamation envers n'importe qui, parce que si vous voulez, il y a toute une série d'ONG qui peuvent se porter partie civile et donc qui peuvent porter plainte quand il y a un certain nombre de propos qui sont tenus. Mais non, on ne parlera jamais de blasphème. C'est vraiment limité à la sphère religieuse. Alors, bien entendu, vous ou moi, avec nos convictions religieuses qui sont les nôtres ou qui ne sont pas les nôtres, on peut parler de blasphème, mais le droit, lui, jamais. Jamais. Non, non, il parlera de diffamation, d'atteinte à l'honneur. Il y a toute une série, il y a des piles d'infractions qui permettent de poursuivre des propos outranciers. Hein. Il y a des gens qui sont d'ailleurs spécialisés pour se faire condamner et obtenir beaucoup de publicité. Peut-être, Monsieur Tavoyot, vous voulez réagir sur cette question et peut-être… Oui, oui, c'est un point délicat sur lequel, effectivement, là aussi, mon expérience avec Al Jazeera revient, c'est que beaucoup notamment dans les tweets qui ont suivi cet entretien, beaucoup de personnes disaient, oui, mais en fait, la liberté d'expression des Français, mais vous avez la loi Guesso qui interdit le négationnisme, et cette loi Guesso est donc une atteinte à la liberté d'expression. Alors, c'est vrai que c'est un argument qui d'ailleurs s'est posé au moment de la loi Guesso, parce que si la question de la constitutionnalité de la loi Guesso a été posée, un certain nombre de nos grands constitutionnalistes, comme notamment Olivier Duhamel, pouvaient considérer que c'était une loi, je rappelle la loi Guesso, c'est la loi qui interdit, enfin qui pénalise, je crois, hein, le négationnisme, la négation des chambres à gaz. Et donc, la question pouvait se poser. Alors, le raisonnement que je fais sous le contrôle de Roselyne Letron, c'est que l'idée que nier l'existence des chambres à gaz, ce n'est pas simplement la négation d'un phénomène historique, c'est un appel à la haine. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui vise des personnes ici. Vous avez le droit de critiquer une religion, vous n'avez pas le droit d'appeler à la destruction ou au crime à l'égard d'un certain nombre de personnes qui sont membres de cette religion. Et là, la différence est importante entre, disons, un débat intellectuel ou un débat idéologique et un débat qui vise des personnes. Et on considère que le négationnisme, c'est quelque chose qui vise, c'est un appel à la haine plus qu'un débat simplement historique sur l'existence de telle ou telle chose dans l'histoire. Voilà, c'est ça un peu l'interprétation, mais vous voyez, c'est un argument qui revient très souvent et qu'il faut prendre en face, c'est-à-dire qu'il faut vraiment assumer parce que la question peut effectivement légitimement se poser. Oui, on en revient exactement au problème juridique classique, hein, c'est-à-dire la distinction entre les personnes et les idéologies. Et donc, le négationnisme va blesser des personnes, et notamment les victimes, les parents des victimes, etc. Ce qui fait qu'on va avoir, j'allais dire,
de grandes possibilités de faire des recours. Et pour information, dans une question prioritaire de constitutionnalité, je crois que c'est en janvier 2016, je ne l'ai pas sous les yeux, mais bon, dans tous les cas, je suis sûre du sens, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi Guessot. Donc la question de la constitutionnalité ne se pose plus. Simplement, il faut savoir que c'est vrai qu'en droit français, mais comme dans la plupart des pays développés, il y a de plus en plus de propos illicites au nom des atteintes contre les personnes. Et donc, c'est vrai que si on regarde, par exemple, par rapport à ce qui se passait dans les années 30, on pouvait écrire absolument n'importe quoi et il n'y avait pratiquement pas de sanctions pénales parce que il n'y avait pas à part l'injure et la diffamation, mais qui étaient assez peu appliquées, il n'y avait pas d'atteinte. Aujourd'hui, il y a beaucoup j'allais dire, d'infractions pénales. Et d'ailleurs, on peut s'interroger sur l'efficacité parce que si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est le premier amendement qui régit tout ça. Et quand on commet une infraction, un discours de haine, comme disent les Américains, en réalité, ce n'est pas une infraction, c'est résolu sur le plan civil. C'est-à-dire qu'on va demander des millions de dollars de dommages et intérêts au nom du préjudice subi. Et ce qui fait que, en fait, c'est beaucoup plus dissuasif qu'une amende ou qu'une peine je dirais qu'une peine d'amende ou même une peine de prison avec sursis. Ce qui fait qu'en réalité, je ne suis pas sûre que ce ne soit pas plus efficace. Mais enfin bon, ça, on peut en discuter. Merci. Peut-être encore une question, Flora ou Azalaïs? Oui, j'aurais une question. Ma question porte sur le blasphème. Est-ce qu'il peut être condamné pour incitation à la haine? Le blasphème ne peut pas être condamné parce que le blasphème n'existe pas. Mais l'incitation à la haine peut être condamnée. Oui. Je ne peux pas vous répondre autrement. Le juriste ne peut pas répondre autrement. Je crois que c'est aussi la question de la confusion peut-être entre la liberté de critiquer des idées et la liberté de critiquer des identités dont M. Tavorio a un peu parlé en parlant de cette haine qui se développe. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je trouve très beau aussi ce concept de respiration, mais je trouve que dans le débat public en ce moment, ce débat de la laïcité se fait dans une ambiance plus suffocante qu'autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une confusion entre ces deux libertés-là, de critiquer des idées ou des identités? Je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être Monsieur Talon, enfin Monsieur Tavorio, puis après Monsieur Talon, qu'on aura peut-être moins entendu. Oui, pardon, Pierre-Henri, si tu veux. Non, le débat est conflictuel. Hein, il ne faut pas rêver d'un débat qui soit toujours consensuel. Hein, c'est un peu une erreur. C'est une utopie, hein, s'imaginer que le débat est forcément consensuel. Et en effet, eh bien, le débat, il peut blesser des identités. Ce qu'il faut, c'est que ça reste, comme l'a indiqué Roselyne Letron, dans le cadre de la loi, hein, qu'on évite d'attaquer les personnes. Et puis, il faut que ça reste intellectuellement, et là, ça n'est plus le cadre de la loi, c'est le cadre universitaire, hein, eh bien, un débat qui est régi par des normes déontologiques précises, hein, et qui sont celles du débat universitaire. On s'appuie sur des faits, on argumente, et on n'est pas dans l'invective. Hein. Mais par contre, oui, il y a des débats qui blessent. Hein. Et je crois que si l'université renonce, notamment, hein, je pense surtout à l'université, renonce à être capable, eh bien, de lancer des débats qui vont en effet, hein, heurter des personnes, des identités, eh bien, elle perd un peu sa raison d'être. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais peut-être passer aux questions qui nous sont posées sur le chat, puisqu'il y en a un certain nombre. Alors, une question qui s'adresse à tous les trois, je pense. Considérez-vous que le concordat d'Alsace-Moselle, considérez-vous ce concordat d'Alsace-Moselle comme une entorse à la laïcité? Et si oui, devrait-il être abrogé?
Et puis vous rappelez peut-être au passage en quoi consiste ce Voilà. concordat. En effet, l'Alsace-Moselle n'avait pas été concernée par la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, puisqu'elle était à ce moment-là sous domination allemande. Et quand elle revient à la République après la victoire en 1918, eh bien, le gouvernement français décide de ne pas toucher au régime concordataire en Alsace-Moselle. C'est un petit peu dans ce contexte que je vous indiquais, historique, qui était que la Première Guerre mondiale avait provoqué un certain apaisement du conflit autour de la laïcité. Et puis, il s'agissait aussi d'éviter, je vous rappelle que l'Alsace-Moselle a été réintégrée automatiquement à la République sans référendum, hein, en postulant que la population voulait absolument redevenir française. Mais si la population voulait sans doute redevenir française, elle ne voulait pas le redevenir à toutes les conditions. Et il y a encore aujourd'hui, de la part de ces départements français, une volonté de maintenir ce régime concordataire. Mais il n'y a pas que l'Alsace-Moselle. Dans un certain nombre de territoires d'outre-mer, vous avez le maintien d'un régime concordataire. Donc, il y a de nombreuses exceptions à l'abolition de 1905. Très bien. Donc du coup, on ne considère pas comme une entorse à la laïcité. Je ne vous entends pas, excusez-moi. C'est Roselyne Letteron qui peut répondre. Merci Alain. Moi, franchement, je ne crois pas. C'est-à-dire que, comme le disait Alain Talon fort justement, c'est quelque chose qui reste d'une période historique qui a été très douloureuse pour les Alsaciens mosellans. Ils sont restés attachés à ce système et je crois que depuis lors, personne, parmi les politiques, je veux dire, qui ont été au pouvoir, droite-gauche confondus, personne n'a voulu revenir sur le régime concordataire. Maintenant, si on regarde comment ça se passe en Alsace-Moselle, on constate qu'en réalité, j'allais dire, l'idéologie de la laïcité demeure extrêmement, comment dire, prégnante. C'est-à-dire qu'en réalité, l'idée du fait qu'on laisse son colt à l'accueil, du saloon, pour reprendre la formule que j'aime bien, je crois qu'elle est assez répandue en Alsace-Moselle parce que c'est une terre vraiment extrêmement plurireligieuse. Il n'y a absolument pas comment dirais-je, et il n'y a pas eu historiquement de supériorité catholique comme il y avait dans le reste de la population. Donc les Alsaciens mosellans, ils ont appris à vivre ensemble avec les protestants, avec les juifs, aujourd'hui avec les musulmans. Il y a beaucoup, si vous voulez, je pense que quelque part, il y a une pratique qui dépasse complètement le droit du fait d'une espèce de respect très ancien des autres religions. D'accord, merci. On a plusieurs questions sur l'exposé de Monsieur Tavoyot, un petit peu sur le même thème. Donc, je vais essayer de les ramasser. À partir de quels critères objectifs, Monsieur Tavoyot, considérez-vous que la liberté du port d'un signe religieux dans la rue passe dans le domaine de l'ostentation, pour reprendre un petit peu les termes de votre exposé? C'est le principe de non-nuisance, c'est-à-dire que, objectivement, si vous voulez, l'idée ici, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on nuit à autrui? Dans quelle mesure, quelle est la distinction entre l'expression personnelle de sa religion pour soi et la pression que l'on fait pour les autres. C'est ce qu'on appelle le prosélytisme. Et donc, c'est en fait quelque chose qui est assez clair à définir. Le critère est très clair. À quel moment on bascule dans la volonté simplement de dire, voilà, moi, je suis moi, et j'ai prétention à imposer, à faire pression sur les autres et à vouloir diffuser, conquérir, augmenter, humilier, convaincre, persuader les autres. Voilà. Donc le critère objectif. Alors vous allez me dire, c'est pas objectif parce que c'est pas, voilà, c'est pas. Est-ce que à partir de quelle mesure le voile, à partir de combien de centimètres de croix ou combien de quelle couleur de kippa? Non, c'est effectivement là où effectivement peut y avoir débat, peut y avoir discussion. Et il reviendra au juge s'il y a conflit.
En général, ça ne va pas jusqu'au juge. On peut trouver des accommodements et dire voilà, un comportement de pression peut être, disons, neutralisé par une saine concertation, mais il peut y avoir une volonté manifeste, explicite, massive, une stratégie, par exemple d'entrisme, une stratégie de diffusion et contre laquelle il faut avoir les moyens de lutter. Voilà, ça existe à l'université, ça existe dans certaines régions de France, et donc il faut, de ce point de vue-là, neutraliser quand on veut faire pression sur les autres et quand on veut entraîner un ordre collectif. Alors, je pense que peut-être que sur ce thème-là, on peut brièvement donner la parole à Roselyne Letteron, puisque je crois que le droit a des choses à dire là-dessus. Le droit encadre ce qu'il est possible de faire ou pas, même dans la rue. Que dit le droit là-dessus? Dans la rue, on peut faire beaucoup de choses et il n'est absolument pas interdit de porter sûr, un signe absolument. religieux dans la rue. Attention, hein, la question se pose pour la neutralité des services publics, c'est-à-dire que pour les gens qui y travaillent. Elle se pose effectivement dans l'enseignement, par exemple. Elle se pose aujourd'hui dans l'entreprise, dans tous les services associés aux services publics, mais dans la rue, on est parfaitement libre de se promener avec une croix de 40 centimètres, avec une kippa, avec un voile, à la condition de ne pas se masquer le visage. C'est tout. Et si vous voulez, la loi qui interdit de se masquer le visage, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas spécifiquement religieuse. Hein, et elle date aussi d'une époque où on craignait formidablement les attentats terroristes. Et donc, l'idée, c'était que l'on puisse procéder à des contrôles d'identité qui permettaient de reconnaître le visage d'une personne, quoi. Et c'est tout. Hein, je veux dire, donc dans la rue, non, vous pouvez porter tous les signes religieux que vous le souhaitez. Et vous avez même le droit de faire du porte-à-porte si vous êtes mormon. Enfin, je dis ça parce que les mormons font beaucoup de porte-à-porte pour aller vanter les mérites de votre religion. Hein. Maintenant, c'est à voir si on vous laissera rentrer. Merci beaucoup. Justement, on a une question également sur le contexte historique de la loi de 2004. Cette loi qui a fait évoluer le niveau de neutralité dans les sphères de l'enseignement primaire et secondaire. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel sur dans quel contexte elle s'est inscrite, pourquoi est-ce qu'elle a été votée, etc. Alors, pour le dire rapidement, parce que j'ai vu ça d'assez près, on a donc tout commence avec l'affaire de Creil, dite de Creil, de voile de jeunes collégiennes à Creil qui donc ont refusé de quitter leur voile pour rentrer au collège. Donc ça a suscité en fait. Alors en fait cette affaire, quand on regarde ça scrupuleusement, il y a eu des cas préalables qui ont été en fait assez bien traités et résolus par la médiation. Mais cette affaire-là a suscité beaucoup de conflits. C'est une affaire importante dans l'histoire politique française parce que c'est une affaire qui a fait exploser les camps politiques. Gauche et droite se sont retrouvés littéralement scindés en des positions très antagonistes. Et donc, on a une sorte de rebrassage de la politique française à partir de cette affaire contre le voile. Donc, 1989, beaucoup d'affaires qui recommencent, donc ça se rejoue beaucoup. Et puis, la volonté, à partir de 2002, d'essayer à vrai dire, ça commence déjà un peu en 2000, et puis la volonté d'arriver à une solution qui soit une solution un peu définitive, parce que les incidents se multiplient. Commission, qui est une commission Stasi pour essayer de réfléchir à cette question, et la production d'une loi, la loi de 2004, qui aboutit qui a une seule phrase, qui interdit les signes ostensibles religieux à l'école. Et donc, c'est l'idée justement que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les signes religieux ne sont pas interdits, mais s'ils manifestent une forme de prosélytisme à l'école, ces signes peuvent être proscrits parce qu'ils ne concernent pas simplement l'expression de soi, ils concernent aussi la relation aux autres. Il faut insister sur le fait que cette loi, effectivement, a suscité à l'étranger une grosse critique, mais que sur le plan de l'école, cette loi a été particulièrement efficace. C'est-à-dire que sur ces questions du voile, elle a réglé le problème. Alors moi, je suis souvent très critique à l'égard de l'espèce d'inflation législative de notre pays, avec des lois sur tout et parfois et souvent n'importe quoi. Mais si on regarde l'efficacité d'une loi, sur ce sujet précis, le port du voile à l'école, cette loi a été pacificatrice. C'est-à-dire qu'elle a permis d'énoncer une règle, d'apaiser les situations et de permettre à chaque
adulte et à chaque enfant de savoir, en connaissance de cause, ce qui devait se faire et comment il devait se comporter dans un établissement scolaire. Merci. Alors, j'ai une autre question un peu longue, je vous la livre. Comment expliquez-vous la disproportion de la présence et de la représentation entre les religions au sein de l'espace public? Typiquement, lorsqu'on voit des manifestations chrétiennes encadrées par les forces de police ou encore des marchés de Noël présentant des figures matérielles chrétiennes qui expriment par ailleurs peut-être un défaut de neutralité. Oui, alors là, c'est un petit peu plus, comment dire, compliqué. C'est-à-dire que là encore, il y a du droit. Alors, il y a d'abord, première chose, vous parlez des processions, j'en ai pas trop parlé parce que c'est un droit qui est très, très ancien, c'est la loi de 1905 qui effectivement dit qu'on autorise les manifestations, religieuses qui sont conformes aux usages locaux et donc lorsqu'il y a un usage local très ancien, et notamment datant d'avant 1905, on va considérer que la procession est licite. Depuis, il y a eu un petit assouplissement par le Conseil d'État, parce que c'est vrai que les témoins de ce qui se passait avant 1905, ben, il y en a de moins en moins. Et donc, on a repris l'idée que, bah, dans le fond, il fallait que ce soit ancien. Voilà. Et donc, les processions peuvent être acceptées dans l'espace public si elles sont anciennes. Maintenant, pour ce qui est des marchés de Noël et comment dire, des symboles religieux, entre guillemets, là, c'est une jurisprudence européenne qui est un arrêt de la Cour européenne qui s'appelle Lozzi, qui est un arrêt italien, c'est-à-dire que des parents d'élèves italiens avaient porté plainte se fondant sur le principe de laïcité pour protester parce que dans les écoles publiques italiennes, il y avait des croix au mur. Et la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que ces croix étaient ce qu'elle a appelé des symboles passifs, c'est-à-dire qu'elles n'impliquaient aucun prosélytisme dès lors qu'il n'y avait dans ces écoles publiques aucun enseignement religieux, que les enfants pouvaient assister à un enseignement religieux s'ils le souhaitaient, mais qu'il n'y avait aucun enseignement religieux obligatoire, que ces écoles acceptaient des enfants de toutes les religions. Et donc, on a considéré qu'il s'agissait d'un symbole passif. Et donc, on va considérer que les petits angelots que l'on vend aux alentours de Noël sont aussi des symboles passifs qui ne témoignent d'aucun prosélytisme religieux. Reste évidemment la jurisprudence sur les crèches de Noël dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont être présumées illégales dans les bâtiments publics. Là, c'est tout à fait autre chose parce que oui, on va considérer qu'elles n'ont pas grand-chose à faire là, sauf si elles viennent justement dans un motif qui est un motif culturel, par exemple. En revanche, sur l'espace public, on va les admettre, sauf s'il y a prosélytisme. Et par exemple, bah voilà, s'il y a à côté de la crèche de Noël des incitations à aller à l'office, là, on va considérer qu'il y a du prosélytisme. Roselyne, la plainte en Italie venait de parents finlandais. Ah bon? Oui, j'avais suivi l'affaire. L'affaire Lozzi, ouais. Dans le milieu culturel italien, en effet. Mais alors, la question paraît très, très pertinente, parce que il est vrai que les grandes cérémonies de la République sont souvent des cérémonies religieuses. Les obsèques de François Mitterrand ont été marquées par une messe à Notre-Dame. Et je me souviens qu'à l'époque, ça avait provoqué des réactions fortes. Alors, je crois que c'est aussi lié au fait qu'il y a aussi une évolution des rapports entre les religions dans notre pays. Ces rapports sont considérablement apaisés. Et on peut dire que le fait qu'il y ait, quand vous avez une cérémonie républicaine d'État à Notre-Dame, vous avez les représentants de tous les autres cultes, protestants, juifs, musulmans, qui sont présents à cette cérémonie. Et c'est aussi un élément à prendre en compte pour comprendre l'évolution de la laïcité. Il n'y a plus ce qui existait encore très largement jusque dans les années 1950-1960, une très forte tension entre les différentes religions qui composent notre pays. Mais vous avez raison, il y a un déficit de sacralité républicaine. Ça remonte au début de la République. La Révolution française a essayé de créer ces religions, la théophilanthropie par exemple,
le culte de la déesse Raison, hein, à Notre-Dame, ça n'a eu évidemment aucune influence. Je dirais que la seule spiritualité républicaine très liée à la République, c'était sans doute la franc-maçonnerie, hein, au moment de la Troisième République. Mais pour le reste, il y a en effet très peu de possibilités de développer une sacralité républicaine. Et donc, c'est un peu un report par défaut, hein, vers des religions, une fois de plus, dans une société qui est très largement déchristianisée. Mais en même temps, voilà, je vous dis, pour les obsèques, hein, d'un président de la République, eh bien, tout le monde trouve légitime que ça se déroule dans un cadre religieux, hein. Même si le président en question, c'était le cas de François Mitterrand, n'était quand même pas connu pour être une grenouille de bénitier, hein. J'ajoute un petit point sur, parce que c'est une question qui revient très souvent sur justement les jours fériés, parce que cette question est passionnante et l'histoire montre en fait que, alors on dit voilà, les jours fériés sont des atteintes à la laïcité. En vérité, l'histoire des jours fériés est particulièrement intéressante en France parce que, en fait, leur rapport au religieux est très indirect, puisque les jours fériés ont été abolis à la Révolution française. Il y avait un tas de jours fériés dans tous les sens. Et c'est Napoléon qui essaye d'avoir une stratégie extrêmement rationnelle en disant un jour férié par saison. Et donc, on aura le 15 août, la Toussaint, Noël et l'Ascension qui seront les jours fériés officiels. Voilà, donc les choses étaient parfaitement claires. En revanche, alors on dit oui, mais le lundi de Pâques n'est pas du tout un jour chrétien, c'est une revendication des commerçants du Moyen-Âge qui, après avoir beaucoup vendu à l'époque où les magasins étaient ouverts pendant le week-end pascal, voulaient un jour férié, et donc on leur a donné le lundi de Pâques, mais ce n'est pas du tout un jour religieux. Et puis, l'objection du dimanche. Alors, l'histoire du dimanche est passionnante parce que le dimanche a été lui aussi supprimé. En fait, le dimanche est réinvesti en France en 1906 par les républicains et même les syndicalistes à la suite de la catastrophe minière de Courrières, qui est une catastrophe abominable et qui témoigne manifestement du fait que les mineurs étaient fatigués. Et donc, on dit il faut un jour de repos hebdomadaire. Et après la loi de 1906, bon, on va prendre le jour de repos qui semble le plus évident, à savoir le dimanche. Mais le dimanche est le résultat d'une histoire républicaine et syndicaliste. Ce n'est pas du tout une revendication religieuse. Voilà, donc c'est tout. Et puis le reste, vous voyez, le 1er mai, le 8 mai, enfin, ce ne sont pas des jours qui sont religieux. Donc vous voyez, l'histoire des jours fériés en France est particulièrement intéressante et ne contredit pas, au fond, une histoire laïque et une histoire républicaine. Et on pourrait même remonter avant, notamment sur le 15 août, pour montrer que c'est plutôt un usage royal et non pas forcément religieux. Alors, on a beaucoup parlé de la laïcité, du rapport entre la laïcité et les religions, la religion catholique, la religion l'islam donc. Mais est-ce que la laïcité peut protéger, entre guillemets, également contre les phénomènes sectaires, contre les sectes, en fait? On n'en a pas du tout parlé, mais est-ce que c'est aussi, est-ce qu'on peut l'envisager également comme ça? Je crois que c'est Roselyne qui peut répondre. Oui, oui, d'une certaine manière, oui. Je dirais que le problème, c'est de qualifier. Souvent, en droit français, on ne connaît pas les sectes. C'est comme le blasphème. Il y a des trucs comme ça qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que, en fait, on ne les connaît que par ce qu'on appelle les dérives sectaires. Autrement dit, un certain nombre d'infractions pénales qui sont commises à l'égard des adeptes. Et donc, par exemple, l'abus de faiblesse, hein, qui est extrêmement classique, mais il y a aussi toutes les atteintes aux biens. Et donc, il y a même une infraction spécifique, un peu d'enfermement de la personne, d'isolement de la personne, etc. Et donc, on va poursuivre sur ce fondement-là. Mais si vous voulez, les mouvements, ce qu'on appelle sectes couramment, c'est parfaitement autorisé. Et je peux même vous dire qu'il y a en France un mouvement religieux d'adorateurs du pamplemousse, qui n'a pas énormément d'adeptes, mais qui est parfaitement légal. Hein, simplement, ils ne font pas de mal. Alors, en revanche, quand les adorateurs de la soupe aux légumes se mettent à vendre de la soupe aux légumes parce qu'ils pensent que ça guérit le cancer, là, on les poursuit en correctionnel.
Voilà, si vous voulez. Donc, alors, simplement, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre. Mon collègue Jacques Robert disait une religion, c'est une secte qui a réussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un certain nombre de mouvements que l'on considérait comme sectaires sont parvenus, notamment en utilisant le droit européen beaucoup, sont parvenus à obtenir de créer des associations cultuelles et donc d'être en fait reconnus comme religion et d'avoir le statut, en particulier fiscal, des religions. Ça a été le cas, par exemple, des témoins de Jéhovah, qui ont fait des tas de recours pour obtenir ce statut et qui l'ont obtenu. Donc, si vous voulez, je dirais le mouvement sectaire peut acquérir, je dirais, le droit d'être considéré comme une religion. Il y a une évolution dans ce domaine. La laïcité, la liberté d'expression ont trait également à la tolérance. On n'en a pas parlé, la tolérance. Est-ce que la tolérance, c'est simplement une notion philosophique ou est-ce qu'elle a une inscription également dans le droit? Alors, je vais peut-être commencer sur la partie philosophique. La notion de tolérance est quand même intéressante parce qu'elle a subi un changement de sens total. Il faut rappeler que l'édit de tolérance ou les édits de tolérance qui ont été pris au départ, c'était pas du tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on doit être à égalité. Tolérance, c'est supporter. On va supporter. C'est-à-dire, dans le royaume de France, on va supporter qu'il y ait quelques protestants. On sait très bien qu'ils sont dans l'erreur, mais on va les supporter temporairement. Et puis, un beau jour, ils vont comprendre qu'ils ont tort. Et donc, eh bien, on arrêtera de les supporter parce qu'ils auront disparu. D'ailleurs, la révocation de l'édit de Nantes, ça a été le moment où précisément on a convaincu Louis XIV que justement il n'y avait plus de protestants en France, quasiment plus, et que tout ça était réglé. Voilà. Et bon, comme il y en avait quelques-uns, ça s'est terminé effectivement avec des dragonnades. Mais donc le mot tolérance, en fait, prend un sens positif dans l'Angleterre de la fin du XVIIe siècle, au moment de la glorieuse révolution anglaise, notamment chez, par exemple, John Locke, entre autres, qui consiste à dire, et l'argument est intéressant parce qu'il n'est pas du tout moral ni religieux. À l'époque, en Angleterre, il y avait une multitude justement de sectes protestantes qui s'affrontaient et qui rendaient littéralement impossible le gouvernement collectif. C'est la deuxième révolution anglaise qui suit la grande rébellion. Et donc, l'argument de Locke ici, qui s'inscrit dans une tradition qu'il n'invente pas, c'est de dire, bon, on ne va pas réussir à régler le problème politique si on le remplit de religieux. Et comme on ne peut pas trancher ces conflits religieux, il faut justement séparer. Donc il y a déjà une logique de séparation. Si on veut voir un peu d'efficacité, si on veut vivre ensemble sans s'entretuer, ce qui est la définition même de la politique, il va falloir qu'on mette la religion à l'écart parce que précisément les choses ne sont pas tranchables. Donc on va tolérer. On va tolérer. Alors, petite nuance néanmoins, on tolère tout le monde, sauf les catholiques. Pourquoi? Parce que les catholiques, ils sont soumis au pouvoir du pape, et donc c'est évidemment un grand enjeu pour l'Angleterre. Donc vous voyez que la tolérance à l'époque est quand même limitée, donc on tolère évidemment toutes les sectes protestantes, mais pas les catholiques. Et donc c'est à ce moment-là que le mot tolérance prend un sens positif, c'est-à-dire l'idée que, très bien décrit par Voltaire dans les lettres sur l'Angleterre, la trilogie, quand il décrit la bourse de Londres, où il dit, voilà, les religions, les juifs sont présents, tout le monde est là, parce que finalement, c'est l'intérêt qui anime tout le monde, et finalement, la politique et l'économique ont réussi à éradiquer en quelque sorte le religieux ou le mettre au fond des cœurs, et on va cohabiter ensemble, c'est la naissance de la société civile. Voilà, si vous voulez, la genèse du mot tolérance, telle qu'on peut la restituer entre le sens négatif et le sens qui devient très progressivement positif. Et puis l'adage qu'on connaît bien, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Merci beaucoup. J'ai une question un peu longue, mais je vous la livre. Elle commence par une citation. L'homme mène une double existence, non seulement dans la pensée, dans sa conscience, mais dans la réalité, dans la vie, une existence céleste et une existence terrestre. La vie au sein de la communauté politique, où il se considère comme un être communautaire, et la vie dans la société civile, où il existe son activité comme homme, où il exerce, j'imagine, son activité comme homme privé. C'est une citation de Marx dans La question juive. Et elle, donc selon la personne qui pose cette question rejoint les trois sphères de M. Tavoyot, mais n'y a-t-il pas un vide ou une séparation qui se crée entre ces trois sphères dans lesquelles le républicanisme peine à s'engouffrer et où les religions pénètrent par un esprit de cohésion forte que les politiques appellent communautarisme ou séparatisme?
fais une toute petite remarque là-dessus, parce que c'est une question vraiment de fond. En disant deux choses. D'abord, le communautarisme, ce n'est pas simplement le fait d'être entre soi, ce n'est pas le sentiment d'appartenir à une communauté. Ce qu'on appelle philosophiquement le communautarisme, c'est quand le tout prime la partie. C'est-à-dire quand l'individu n'existe pas et que l'individu est noyé dans le tout, ce qu'on appelle aussi dans l'anthropologie le holisme. Le holisme, c'est ça. Donc le communautarisme au sens strict du terme, c'est la fusion, la négation de l'individu dans la totalité. Si on appelle communautarisme le fait d'être entre soi, j'allais dire, nous sommes tous un peu communautaires, nous appartenons à notre quartier, à notre milieu social, etc. Donc ça, ce sera la version faible. Ça, c'est la première idée. Donc de ce point de vue-là, nos sociétés sont des sociétés individualistes, et d'une certaine façon, même quand on revendique une appartenance à une communauté aujourd'hui, dans nos sociétés, on le revendique toujours au nom d'un droit individuel à appartenir à une communauté. Mais nous sommes des sociétés individualistes. Deuxième point, c'est un point très difficile et très profond, c'est le fait de ce qui relie la société, c'est-à-dire le ferment. Est-ce qu'il suffit de vivre ensemble, comme on le dit souvent, pour faire nation, pour faire pays, pour faire voilà. Le vivre ensemble, c'est pas suffisant parce que vivre ensemble, c'est être côte à côte ou face à face, voire contre les autres. On peut être indifférent et vivre ensemble. La question plus profonde, c'est la question de savoir ce qui nous relie. Et évidemment, là, il y a deux thèses possibles. On peut dire aucune société n'est possible sans religion, parce qu'il faut quelque chose qui nous relie. C'était un argument qu'on trouve d'ailleurs chez Tocqueville ou chez Rousseau, en disant très difficile de penser un individualisme en relié, où on peut penser, deuxième hypothèse possible, que finalement, au prix d'un travail certes plus important, l'amour de la démocratie, l'amour du droit, l'amour des droits de l'homme, le fait que la démocratie est un régime qui nous permette de grandir et de nous épanouir, peut suffire à faire accepter qu'on vive ensemble, et en ajoutant peut-être potentiellement le fait qu'on a une histoire commune qui nous plaît, que la laïcité, c'est encore une fois, c'est ce qui nous permet de nous épanouir. C'est pas totalement absurde. Voilà. Donc il y a deux positions possibles sur ces questions. A-t-on besoin impérativement de religion, ou peut-on trouver par la raison quelque chose qui nous permette de vivre ensemble sans nous entretuer, ce qui est quand même la question de clé. Très bien, n'hésitez pas à poser d'autres questions dans le chat, hein. Alors pour ma part, j'avais une question après vos exposés sur l'histoire un peu de la notion de laïcité. Alors au départ, donc, au début du XXe siècle, c'était une notion qui était de gauche, la laïcité, je pense qu'on l'a bien compris. Aujourd'hui, on accole beaucoup d'adjectifs à la laïcité, tout le monde se l'approprie. Est-ce qu'on peut la situer, cette notion, aujourd'hui sur l'échiquier politique, et vous la situeriez où, du coup? Alors, moi, je crois que oui, en effet, il y a eu une sorte de partie de ping-pong autour de la laïcité jusqu'aux années 70-80. Et comme l'a bien dit Pierre-Henri, les années 80 ont vraiment brouillé les cartes. Et je crois qu'on ne peut plus dire que la laïcité est le monopole de la gauche ou le monopole de la droite. Il y a vraiment une grande difficulté de ces familles politiques à se positionner de façon claire sur la laïcité. Et c'est aussi lié au fait, je pense, qu'un électorat traditionnel catholique de droite eh bien, reprend des arguments laïques, entre guillemets, cette fois-ci face au développement de l'islam politique. Et donc, je crois que là, il y a vraiment un clivage qui s'est complètement brouillé, ce qui explique d'ailleurs la difficulté aujourd'hui à définir une laïcité républicaine de façon un peu plus globale. Oui, pour compléter ce que vient de dire mon collègue, et je suis absolument d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais
Je crois aussi qu'en 1905 et dans les années qui ont précédé, le combat pour la laïcité, c'était le combat républicain. Mais quand je dis le combat républicain au sens institutionnel du terme, c'est-à-dire on n'était pas monarchiste, on était républicain. Et donc, il y avait cet élément qui était un élément important. J'ajoute qu'il y a quand même quelque chose qui nous, comment dire, qui nous renseigne aussi, c'est que les grands pères fondateurs de la laïcité de la fin 19e, début 20e sont beaucoup des protestants. Or, les protestants, c'est 5% de la population. Et donc, ça veut dire qu'il y avait quelque part, chez les protestants, une volonté d'établir un régime qui, à leurs yeux, était républicain et laïque, parce que précisément, ils savaient ce que c'était que les persécutions. Et donc, ils considéraient vraiment que la laïcité était un moyen d'établir la paix. Et ça, on trouve cette idée, ça remonte aux guerres de religion. Il faut lire l'édit de Nantes. Dans l'édit de Nantes, il y a la séparation, avec l'idée que cette séparation doit conduire à la neutralité, qui doit conduire à la paix. Je parle sous le contrôle d'Alain Talon. Oui, non, l'édit de Nantes, le premier article de l'édit de Nantes, c'est le rétablissement de la religion catholique partout dans le royaume de France. L'édit de Nantes est un édit de tolérance, en effet. Il y en avait eu beaucoup auparavant, mais lui, il va marcher. Les autres n'avaient pas eu de résultat. Mais comme l'a bien dit Pierre-Henri, les édits de tolérance, c'est on concède à une minorité un certain nombre de privilèges limités, mais l'idée reste que la cohérence sociale ne peut être garantie que par l'unité religieuse. C'est ce qui a traversé toute l'histoire de l'Ancien Régime et qui explique en effet la révocation de l'édit de Nantes. Et c'est la grande nouveauté de la Révolution française, de dire la cohésion sociale n'est pas forcément fondée sur l'unité religieuse. Mais elle a du mal à s'imposer, cette idée, au cours de l'histoire. On a du mal à devenir citoyen. Et on le voit, Roselyne le dit à juste titre, en effet, un grand nombre des inspirateurs des politiques laïques de la Troisième République sont des protestants, mais cela va être dénoncé Oui, par les médias catholiques comme absolument. en effet un complot, une revanche, en se rappelant les guerres de religion, avec une polémique religieuse extrêmement forte. Et c'est là où je reviens sur ce que je disais, la grande nouveauté de notre laïcité actuelle, c'est que nous ne sommes plus dans cette guerre religieuse, il n'y a plus cette espèce de mémoire du conflit entre les religions, et je pense que c'est une chance pour une nouvelle laïcité à la française. Oui. Ajouter juste un petit point sur ce brouillage politique. Alors, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais il y a aussi un objet assez singulier qui est apparu, qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Alors, ça fait beaucoup, évidemment, parler. Je voudrais juste essayer d'en construire le type idéal, parce qu'on peut arriver à le définir assez précisément, cet islamo-gauchisme, en trois idées. C'est trois idées qui le font et qui sont très intéressantes, justement, en ce qu'elles témoignent du brouillage du rapport entre politique et laïcité. La première idée, c'est que l'islam, c'est la religion des opprimés. Première idée, ce qui permet au gauchisme d'abjurer son aversion des religions. Vous voyez, naturellement, pour la gauche, la religion, c'est l'opium du peuple. Mais dès lors que l'islam est la religion des opprimés, ça devient intéressant. Deuxième idée, évidemment, pour le gauchisme, il faut faire la révolution. Simplement, force est de constater que le prolétariat des pays occidentaux n'est vraiment pas à la hauteur. Parce qu'on le voit, le seul souci du prolétariat, c'est de conserver les acquis sociaux, donc ils sont conservateurs, ou alors ils deviennent franchement réactionnaires puisqu'ils votent Rassemblement national. Donc impossible avec un tel prolétariat de faire une quelconque révolution, d'où l'idée qu'il faut importer du prolétariat. C'est pour ça que l'islamo-gauchisme est open borders. C'est-à-dire qu'il faut importer. Voilà. Importer notamment beaucoup de musulmans parce que ces opprimés vont avoir une colère, une hargne qui va permettre de réaliser la révolution. Et troisième idée, justement, l'islamisme, qui est une forme de cette religion, est interprété par l'islamo-gauchisme comme étant une simple réaction à l'impérialisme démocratico-capitaliste des pays occidentaux. Donc, c'est simplement une réaction. Il n'y a pas d'idéologie propre, c'est une sorte de réponse, de réaction. Et donc, dès lors que le système démocratico-capitaliste sera détruit, l'islamisme va aussi, bien sûr, disparaître. Voilà, donc ce sont les trois idées
alors évidemment pas forcément toujours présente globalement, mais que vous trouvez. Par exemple, Michel Foucault était, de ce point de vue-là, quand il défendait la révolution iranienne, était quelqu'un qui touchait cette idée-là. Donc vous voyez des grands penseurs qui étaient donc des représentants de ce qu'on peut appeler l'islamo-gauchisme. Mais vous voyez en quel sens ça bouleverse du tout au tout la tradition d'extrême gauche traditionnelle qui considère qu'en général, évidemment, les religions, c'est l'opium du peuple et c'est évidemment quelque chose contre lesquels il faut combattre. Alors, cela dit, Michel Foucault, il est mort, je crois, en 1984. Donc, c'était avant ou 86, je me souviens, mais c'était avant les bouleversements dont on a parlé. Moi, je crois que ce terme d'islamo-gauchisme, il est vraiment à bannir, parce que il ne correspond à aucune réalité intellectuelle dans l'université française. Et franchement, les propos du ministre de l'Éducation nationale sont d'une stupidité absolument consternante. L'université est un lieu d'examen critique et pas un lieu d'idéologie. Et s'il y a des idéologies, elles sont confrontées à une discussion. Donc, je crois qu'il faut absolument bannir ce terme. Pour moi, c'est reprendre des termes vraiment des années 30. C'est le judéo-bolchevisme. Bon, il faut raison garder et voir qu'il y a en effet dans les milieux universitaires des études sur l'islam de France qui sont parfaitement légitimes et qui se conforment, et si elles ne le font pas, elles sont soumises au jugement des pairs, se conforment aux exigences de la démarche critique et scientifique. Et donc, pointer du doigt l'université était particulièrement malvenue de la part d'un ministre qui est censé s'occuper de l'éducation. Merci. J'ai une question pour vous, Monsieur Talon. Comment les laïcards du 19e et du 20e siècle ont-ils imposé la laïcité et peut-on tirer des leçons de ces moments? Question posée dans le chat. Laïcard, c'est un terme que je n'aime pas, pas plus qu'islamo-gauchiste, parce que c'est un terme dépréciatif. Ces gens-là croyaient profondément à ce qu'ils portaient une cause de liberté, de libération par rapport à une religion qui était vécue comme une religion d'oppression. Mais il est certain que, comme je l'ai dit, ce combat laïque, il a été violent, il a eu des conséquences. Notamment, par exemple, on a expulsé, par exemple, les religieuses et surtout les religieux à partir des années 1880, et il y a une dizaine de milliers de personnes qui ont été comme ça expulsées du territoire de la République parce qu'ils refusaient d'obéir à la loi qui supprimait les ordres religieux. Donc, c'est vrai que ça a été un combat qui a pu être perçu comme liberticide par ceux qui étaient opposés. Voilà, il y a l'histoire de la laïcité, une fois de plus, ça n'est pas l'histoire d'un consensus. Et surtout, c'est une histoire variée. La laïcité, elle est diverse. Il n'y a pas un camp laïque qui fait bloc. Il y a toutes les tendances dans le camp laïque, depuis des gens qui, en effet, voient dans le combat laïque une première étape vers la suppression de toute religion, et avec un athéisme très, très militant. Et puis, il y a même une laïcité, ça choquera peut-être les auditeurs, une laïcité catholique. Il y a eu les catholiques qui étaient favorables à ce que l'Église soit séparée de l'État. L'Église libre dans l'État libre, c'est un slogan d'un certain nombre de catholiques libéraux qui pensaient que l'association de l'Église avec l'État nuisait à l'Église et empêchait en quelque sorte une forme de liberté pour l'Église. Et là, c'est je crois, le sens que Pierre-Henri indiquait, d'une laïcité positive où finalement, les religions peuvent se l'approprier
parce que c'est une garantie de leur liberté. La tutelle de l'État au XIXe siècle sur les églises, et particulièrement sur l'Église catholique, elle a été extrêmement forte. Et en un certain sens, je pense qu'un certain nombre d'évêques aujourd'hui diraient que 1905, que ça a été une loi de libération aussi sur le long terme pour l'Église catholique. Je peux apporter un petit élément convergent. Je pense que le contexte est très différent entre un pays qui est confronté qui n'est pas confronté à l'islamisme ou à un fondamentalisme, et un pays qui l'est. Ça change beaucoup la donne. Pour ma part, c'est vrai que je suis donc plutôt dans une conception libérale, telle que vient de la décrire Alain Talon, mais je suis quand même extrêmement attentif au fait, effectivement, que une logique fondamentaliste telle que je l'ai définie tout à l'heure, c'est-à-dire une conception totale et conquérante, il faut ajouter ce point, ce qu'on trouve aussi chez Maudoudi ou chez Saïd Qutb, qui sont les grands théoriciens, une logique conquérante nous met face à un adversaire qui n'est pas simplement l'adversaire de la laïcité, mais l'adversaire du système démocratique. Et par rapport à cette logique-là, il faut effectivement ne pas être naïf. La grande difficulté, et c'est ça qui fait effectivement le défi redoutable pour la position républicaine, c'est de bien faire en sorte de lutter contre l'islamisme sans opprimer l'islam, en l'occurrence. Et c'est ça, c'est vraiment la très grande difficulté. Certains disent que c'est la même chose et que tout islam conduit à l'islamisme. Et c'est ça la grande difficulté. Mais j'allais dire, il faut tenir les deux ensemble. Et la lutte contre le fondamentalisme, je trouve, est une lutte qui mérite d'être prise en charge de manière importante, parce que c'est quelque chose qui sape vraiment. Alors pour le coup, nous sommes à l'université, mais le cœur de notre travail. En Afrique, la grande organisation islamiste s'appelle Boko Haram. Boko Haram, ça vient de Book Haram, c'est-à-dire le livre impur. Donc le but affiché, c'est de contester les organes d'enseignement occidentaux parce qu'ils sont décadents, ils sont déchéants, ils nous éloignent de la vérité. Donc la cible est l'école, l'université et tous les organismes de savoir. Donc par rapport à cette cible, il faut prendre conscience de cette menace, mais en gardant son sang-froid, et surtout en ne se trahissant pas nous-mêmes. Évidemment, il n'y a aucune raison de renoncer à nos libertés pour les défendre. C'est ça la grande difficulté. Merci beaucoup. À moins que Roselyne Letteron et Alain Talon, vous ne souhaitiez réagir, on va peut-être conclure, car on arrive un petit peu au terme de ces échanges très riches. Non, juste un mot pour revenir à ce qu'a dit Pierre-Henri Tavoyot, mais je crois que c'est évident, parce que quand on parle de laïque, de laïcité, moi je dirais qu'un point commun à travers les époques, c'est sans doute l'idée que la loi de Dieu et la loi de l'État sont deux choses différentes. C'est-à-dire que la loi de Dieu est quelque chose que l'on va s'imposer nous-mêmes par notre propre volonté, si on a la foi, quelle qu'elle soit. Et la loi de l'État, elle est dans un autre domaine. Autrement dit, le discours qui consiste à dire la loi de Dieu est supérieure à la loi de l'État n'a pas cours. Et c'est vrai, je dirais, dans toutes les religions, ce discours existe chez tous les fondamentalistes et de toute religion. Et donc, je pense que ce qui lie en fait les différents laïcs à travers les époques, c'est peut-être ça. Mais bon, c'est une réflexion personnelle, hein, je peux me tromper. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, il est l'heure de conclure. Un grand merci à tous. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Merci à Flora, à Zalaïs pour les questions. Et puis, merci bien sûr à nos trois intervenants pour ces très, très riches échanges qui nous ont, je pense, permis de porter sur ces notions de laïcité, de liberté d'expression, un regard pertinent, un regard un peu en profondeur à travers vos trois disciplines, donc la philosophie, l'histoire et le droit. Je pense que ces éclairages scientifiques sur le temps long vous ont permis de mieux comprendre ces notions. On a bien compris que la laïcité était une spécificité
française qui était liée donc à la volonté de contrer la mainmise de l'Église catholique au départ, donc, et qui s'est imposée non sans mal. Il a également été rappelé comment la laïcité et la liberté d'expression devaient permettre le vivre en commun. Et puis, Roselyne Letteron, merci beaucoup pour vos explications juridiques très précises et très détaillées sur ces notions dans le droit. Donc, pour ma part, j'ai retenu 2 choses. D'abord, donc, que ces 2 notions s'inscrivaient dans une très longue histoire philosophique et politique, et dans une longue histoire conflictuelle. Ça, je pense que c'est important à retenir et que c'est bien ressorti des débats. Donc, il y a eu des désaccords, il y a eu des incompréhensions tout au long de l'histoire, et je trouve que c'est intéressant de le rappeler aujourd'hui, à l'heure où les débats et les discussions sur ces thématiques sont parfois un peu suffocants, comme a pu le dire Flora tout à l'heure. Donc voilà, il me reste à vous rappeler que ces échanges seront disponibles prochainement sur la chaîne YouTube de Sorbonne Université. Et puis, Sorbonne Université va donc lancer prochainement d'autres séminaires repères croisés sur d'autres sujets importants dans la société, d'autres sujets qui font l'actualité, pour un petit peu apporter cette profondeur et ce recul dans l'analyse qui est, je pense, très utile. Voilà, donc écoutez, bonne soirée à tous, à toutes et à tous, et puis merci encore une fois d'avoir participé à ce webinaire et de l'avoir suivi. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Merci beaucoup.